Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Au lecteur. Moins volumineux que ses écrits historiques sur Vauvert, les écrits politiques d'Émile Guigou n'en sont pas pour autant négligeables. Seule une partie d'entre eux fut publiée de son vivant. La plupart étaient conservés dans ses archives personnelles sous forme de manuscrits ou en un petit nombre de copies dactylographiées. Nous avons dû aussi retrouver un article à la Bibliothèque nationale de France. Ayant grandi dans un milieu familial et social typique du radical-socialisme languedocien, Émile Guigou a d'abord forgé sa conscience politique au contact des mouvements protestants pacifistes et mondialistes de l'entre-deux-guerres. Étudiant en médecine à Montpellier, il lit assidûment les grands auteurs socialistes. Il rejoint la section socialiste de Vauvert en janvier 1936 et devient au mois de mai suivant secrétaire du comité local du Front populaire. Nommé directeur de la santé du département de la Creuse le 1er janvier 1940, il est révoqué en juillet 1942 par le régime de Vichy pour opinion subversive, incompatible avec un emploi de haut fonctionnaire de l'État français. Chef de la zone de Nîmes Sud du réseau de résistance combat, il organise diverses opérations de sabotage des voies ferrées et de soutien au maquis des Cévennes. En 1944, il est arrêté par la milice et emprisonné à Nîmes avec d'autres résistants, notamment des communistes. Au-delà de leurs divergences idéologiques, les prisonniers font mutuellement le serment d'œuvrer pour l'union des forces ouvrières et populaires contre les politiques réactionnaires de la bourgeoisie. Libéré grâce au débarquement des Alliés en Provence, Émile Guigou préside le comité local de libération de Vauvert et exerce les fonctions de maire, puis, en octobre 1945 de maire élu, ensuite de premier adjoint pendant 32 ans. Dès la Libération, dans une série de conférences publiées par le Journal des socialistes gardois, analysant la situation mondiale, il critique autant le système soviétique stalinisé que la puissance libérale américaine. Il prône un fédéralisme européen de type socialiste et coopératif. Jusque dans les années 1950, il partage les positions anticapitalistes et sociales du bimensuel Cité Nouvelle et de la revue Le Christianisme social, périodique dans lesquels il publiera plusieurs articles et auxquels il restera abonné jusqu'en 1968. Fortement engagé dans la lutte anticolonialiste, il s'oppose à la politique conservatrice de la SFIO, Guy Mollet, Mitterrand, Lacoste, etc., qui conduit la répression du soulèvement des Algériens pour leur indépendance. En 1956, il démissionne de la SFIO et soutient le mouvement d'opposition au rappel des militaires du contingent récemment libérés. Il reçoit des informations sur les réseaux Jeunes Résistances, qui aident les insoumis à la guerre en Algérie. Adhérant à la Convention des institutions républicaines puis au Parti socialiste autonome, il contribue à la fondation du Parti socialiste unifié, PSU, dans le Gard. En 1958, il préside le comité départemental pour le non au référendum. Ses multiples activités de médecin, de maire adjoint, de président de l'Église protestante, de propriétaire viticulteur cofondateur de la cave coopérative de Galician, ne font pas obstacle à son désir de connaissance des réalités historiques et sociologiques de Vauvert et de sa région. Il cherche le sens des vastes et rapides mutations du milieu rural et paysan. Il s'interroge sur le devenir de l'industrialisation et de l'urbanisation de sa commune. Ces réflexions d'un autochtone sont écoutées des économistes montpelliérains groupés autour de Jules Millot et de la Revue de l'économie méridionale. Si le mouvement de mai 68, qu'il a suivi avec intérêt, n'a pas notablement influencé ses orientations politiques, il a accompagné chez lui l'abandon de ses anciennes croyances religieuses. En 1970, après avoir lu Le hasard et la nécessité de Jacques Monod, il s'est défini comme athée et il conservera cette position jusqu'à la fin de sa vie. Son message des hommes de 1944 à ceux de 1994 renouvelle son opposition au monde du capitalisme et réaffirme ses convictions solidaristes et humanistes. Les écrits politiques d'Émile Guigou sont présentés ici selon un ordre chronologique. Dans de brèves annotations de bas de page, nous nous sommes efforcés de les situer dans leur contexte. Afin de donner au lecteur un aperçu de sa vie et de son œuvre, nous avons rédigé des éléments pour une possible biobibliographie. Jacques Guigou.
Lettre ouverte au Conseil municipal de Vauvert. Au moment où le Parlement vient de voter la loi sur les grands travaux destinés à doter la France d'un équipement vraiment moderne, et surtout à combattre la crise et le chômage, et à améliorer les conditions générales d'existence, tout notre pays, réveillé par la mystique du Front populaire, développe un vaste mouvement de redressement et de lutte contre la crise. Quand tout autour de nous parle de travail, d'efforts, de lutte pour une amélioration efficace de notre situation, il nous semble opportun de venir demander à notre municipalité le bilan de son activité, de ses efforts pour lutter contre le chômage qui sévit cruellement chez nous, le bilan de ses travaux de modernisation de notre cité. Hélas, cet inventaire est vite dressé. Un goudronnage électoral de quelques rues, un malheureux projet de terrain de sport un peu trop lent à se réaliser. Notre commune, que nous voudrions tant voir à l'avant-garde dans la marche au progrès social, et il faut bien l'avouer, à notre grande honte, lamentablement reléguée au tout dernier rang. Alors qu'un vaste effort de redressement s'imposait, nous voyons régner chez nous le laisser-aller, l'indolence, une désuète routine qui classe à sa juste mesure notre administration municipale. Mais comment oser demander des innovations, des créations, quand tout ce qui existe fonctionne déplorablement, depuis l'entretien des chemins jusqu'à l'enlèvement des immondices, en passant par le lamentable abandon des marais qui seront rendus d'ici peu inutilisables. L'énumération complète de tous ces manquements serait trop longue. Ce que nous voulons souligner, ce n'est pas tant telle ou telle déficience que l'esprit mesquin et vétuste qui préside à notre administration municipale. Nous n'en voulons pour symbole que le secret rigoureux qui pèse sur les délibérations du conseil municipal. Il suffit d'ouvrir les journaux pour voir comment, à cet égard, se comportent les municipalités des villages voisins. Mais une occasion favorable va se présenter. À la faveur du plan des grands travaux qui va être entrepris dans toute la France, il sera possible de redresser cette malheureuse situation. En effet, les subventions pour tous les travaux d'utilité publique vont être plus largement consenties, les crédits et avances aux communes seront largement facilités. Il va donc être possible de dresser, et ce qui est essentiel, de financer un vaste programme de travaux, égouts, marais, terrains de sport, eau vraiment potable, chemins, etc., dont la nécessité chez nous se fait impérieusement sentir, tant pour lutter contre le chômage que pour améliorer l'équipement de notre cité. La section socialiste de Vauvert, non pas dans un simple but politique, mais dans l'intérêt même de tous les Vauverdois, sans distinction de parti, estime de son devoir d'attirer l'attention de notre population sur ces points. Nous le répétons, une occasion exceptionnelle se présente. Ce serait gravement léser les intérêts de la commune de Vauvert que de la laisser passer sans en tirer tout le profit possible. Nous invitons donc tous nos concitoyens à réclamer des responsables municipaux la mise en étude des travaux mentionnés ci-dessus, dans un esprit créateur et réalisateur, celui qui doit animer tout administrateur de la chose publique. En cas de refus de leur part, exigeons d'eux qu'ils abandonnent un mandat que d'autres, moins timorés, sauront mieux remplir. Mon arrestation. Le lundi 7 août 1944, vers 10h30 du matin, en rentrant chez moi 3, je vis mon épouse très occupée à ses activités domestiques. Elle me dit simplement : « Il y a 2 hommes qui veulent te voir, ils t'attendent dans ton bureau. » Ces 2 hommes m'étaient parfaitement inconnus. L'un était âgé d'une 50aine d'années et l'autre d'environ 30 ans, très grand et costaud. Ils me disent : « Nous sommes venus vous informer qu'un parachutage d'armes vient d'avoir lieu dans la garrigue au nord de Millau. » Même sans être doué d'une grande perspicacité, il était facile de comprendre que cette information était un piège grossier. Un parachutage d'armes ne se fait jamais en plein jour dans une zone aussi habitée. De plus, ceux à qui les armes sont destinées en sont toujours prévenus à l'avance. Je jouais donc le naïf en leur affirmant que cette nouvelle me laissait complètement indifférent, ne m'occupant de rien de semblable. Pendant plus de 5 minutes, nous sommes restés assis à nos places en tenant des propos absurdes. Finalement, sans doute excédé par la situation, le plus jeune des 2 se leva et braqua sur moi un revolver qu'il sortit de sa poche. « Ça suffit. Milice. Nous vous arrêtons », lança-t-il. J'avais déjà compris leur intention, mais je n'avais aucune arme pour me défendre. Dans ces conditions, je ne pus que me laisser arrêter, menotter et conduire au véhicule qui les avait amenés.
Mon épouse accourut, affolée, cherchant à s'interposer. À peine eut-elle le temps de supplier les miliciens de ne pas priver nos 2 enfants en bas âge de leur père, que j'étais déjà projeté sur le siège arrière de la Citroën traction avant. Dans celle-ci se trouvait déjà Jean Bord, un de mes compagnons de résistance, lui aussi menottes au poignet, assis à côté du chauffeur. Nous arrivâmes à Nîmes où la voiture s'arrêta devant l'hôtel Sillol, sur l'avenue Feuchère, juste à côté de la préfecture. Cet immeuble était le siège départemental de la milice. On me conduisit aussitôt dans les caves du bâtiment. À leur entrée principale, se trouvait une grande salle où étaient rassemblés une bonne quinzaine de prisonniers dont, pensais-je, nous allions devoir Jean Bord et moi partager le sort. Il n'en fut rien car on m'entraîna dans une deuxième salle plus petite qu'éclairait un soupirail donnant sur la vaste cour de cette ancienne et majestueuse habitation. Là se trouvaient déjà 3 prisonniers qui m'étaient inconnus. Les miliciens partis, les présentations avec mes compagnons de captivité furent vite faites. L'un d'eux était surveillant général au lycée technique du Hauda. Les 2 autres étaient des salariés de la SNCF. L'un s'appelait Sicard. Ils me mirent vite au courant du mode de vie qui nous était imposé. Ce local, au sol de terre battue mais qui n'était pas trop humide comme on aurait pu le craindre, était vide. Une seule couverture servait de literie et une bassine d'eau de WC. La faible lumière du jour que donnait le soupirail était cependant suffisante pour jouer aux cartes avec un jeu que mes compagnons détenaient clandestinement. Au dos de la porte, on pouvait deviner un plan du front de la bataille qui en Normandie opposait l'armée allemande aux troupes américaines et alliées débarquées 2 mois auparavant. Ce côté intérieur de la porte restait masqué aux miliciens lorsque ceux-ci entraient. Cela me permit d'annoncer à mes nouveaux camarades que leur carte devait être modifiée. En effet, depuis quelques jours, une offensive américaine avait enfoncé le front allemand et les chars du général Patton, se rabattant vers l'est, fonçaient directement sur Paris. À cette nouvelle, grande fut la joie de mes compagnons. Mais de leur côté, ils m'annoncèrent alors qu'il était d'usage que tout nouveau prisonnier soit sérieusement interrogé dans les heures qui suivaient son arrestation. Je devais donc me préparer à une séance particulièrement difficile. Ils me donnèrent la recommandation principale suivante. N'hésite pas dès que tu seras frappé à crier de douleur, si tu ne dis rien, ils frapperont d'autant plus fort. Effectivement, 3 ou 4 heures après mon arrivée, je fus conduit dans une salle du premier étage où m'attendaient les 2 miliciens qui m'avaient arrêté. Sur la porte était inscrit « Deuxième bureau 4 ». L'interrogatoire fut assez long. On me reprochait de diriger des groupes de résistance du mouvement combat dans les cantons de la plaine de Nîmes. Ils en avaient, disaient-ils, la preuve formelle, mais ils ne pouvaient avancer aucun fait précis. De mon côté, je protestais de mon innocence complète à l'égard de ces accusations. Cela entraîna un dialogue de sourds d'une vingtaine de minutes, pendant lesquels je me refusais à avouer d'avoir quelque contact que ce soit avec les gens de la résistance, ce que mes accusateurs refusaient d'admettre. Finalement, le plus âgé des 2 déclara l'interrogatoire terminé et m'ordonna d'enlever ma veste et ma chemise. Avec à nouveau les menottes au poignet, je fus placé contre le mur et je m'aperçus alors qu'une dizaine de miliciens, tous ceux qui étaient présents à ce moment-là, se pressaient à la porte d'entrée comme des gens qui viennent assister à un spectacle dont ils ne veulent rien manquer. Le plus jeune des 2 miliciens, de forte stature, marcha sur moi et sans plus de façon, se mit à me boxer à poings nus comme il l'aurait fait sur un punching ball. La tête et le buste étaient ses objectifs préférés. Il devait être un boxeur entraîné, car il paraissait bien connaître toutes les ficelles du métier. Après cette séance qui me parut fort longue, peut-être 5 à 10 minutes, je fus ramené, marchant tant bien que mal, dans la cave d'où on m'avait extrait. À 7 heures du soir, la porte s'ouvrit et l'on nous demanda de nous joindre aux autres prisonniers pour le repas du soir. On versait à chacun de la soupe dans une gamelle, ce qui, avec une petite tranche de pain, constituait notre repas. À la tombée de la nuit, survenue peu après ce repas frugal, nous restions dans l'obscurité. Nous n'avions plus qu'à nous rouler dans notre couverture pour passer la nuit. Les jours suivants se passèrent dans le calme le plus complet. Au matin, un prisonnier était désigné pour la corvée des toilettes. Aller vider la bassine et la ramener aux 3/4 pleine d'eau. Ce déplacement était pour nous l'occasion de tenter d'obtenir quelques informations sur la situation militaire en France.
On essayait aussi de deviner ce que les miliciens allaient faire des prisonniers, rassemblés là. Nous évoquions plusieurs conjectures. Les voies ferrées ayant été détruites par l'aviation américaine, il n'était plus possible d'envisager notre déportation en Allemagne. La victoire des armées alliées était devenue pratiquement acquise dans un délai plus ou moins rapproché. Quel serait alors notre sort? Exécution ou libération? Les jours s'écoulaient ainsi, sans changement notable. Les nouvelles venant de l'extérieur étaient réduites à peu de choses, lorsque le 15 août, vers 11 heures du matin, le bruit se répandit que des armées américaines et françaises venaient de débarquer en Provence du côté de Fréjus. Notre joie fut très grande, d'autant plus que l'échec de ce débarquement n'était pas annoncé par les radios de Vichy. L'heure de notre délivrance approchait à grands pas. Autre indice significatif. Dans la petite cellule qui touchait la nôtre, 2 maquisards avaient été amenés 4 jours auparavant. Au soir du 17 août, vers 21 heures, les portes de notre cellule furent grandes ouvertes comme pour nous faire voir ce qui allait se passer. On conduisit alors 2 maquisards prisonniers au milieu de nous. Là, ils furent copieusement insultés et frappés, à genoux. Salopards! Demandaient pardon, et les coups pleuvaient. Au bout de 10 minutes, ces 2 jeunes gens qui tenaient à peine debout furent conduits, dûment encadrés, hors des caves. À ce moment-là, une voix venant du fond de la grande salle cria « Et maintenant le docteur ?» Mais alors que j'allais avancer pour voir ce qu'on me voulait, une autre voix cria « Non, pas lui !» Et l'on nous fit tous rentrer dans nos cellules respectives. On n'entendit plus jamais parler de ces jeunes maquisards. Dans la journée du 19 août, les événements se précipitèrent. Toujours sans que l'on sache qui avait lancé la nouvelle de leur proche départ, nous entendîmes les miliciens commencer à charger dans des camions une partie de leur matériel. Comme nous savions que les Allemands faisaient de même, il était facile de comprendre que tout ce beau monde préparait sa fuite. Mais l'incertitude sur le sort qui nous était réservé étant toujours aussi forte, notre angoisse devenait toujours plus lancinante. C'est alors que le 20 août, à 22 heures, 2 miliciens vinrent me chercher pour me conduire dans le local du 2e bureau où je retrouvais les 2 individus qui m'avaient arrêté. L'affaire ne se présentait donc pas trop mal, me semblait-il. Un peu embarrassés de leur personne, ils m'annoncèrent qu'on allait me relâcher, mais qu'en contrepartie ils exigeaient de ma part la promesse que je ne m'occuperais plus de politique. Par ailleurs, ils me rendirent le portefeuille qu'ils m'avaient confisqué, en m'indiquant toutefois qu'ils avaient prélevé une somme correspondant à mes frais d'hébergement, 20 F par jour, somme qu'ils arrondissaient à 400 farades. La pension était chère, mais la décision bienvenue. Un milicien m'escorta donc jusqu'à la grille d'entrée de l'hôtel Sillol, où j'eus la joie de retrouver Jeanne, mon épouse, qui m'attendait avec impatience. Elle était accompagnée de son oncle Gaston Basile, ancien sénateur du Gard, et du pasteur Brunel, président du consistoire protestant de Nîmes. Ils m'attendaient là depuis plusieurs heures. Le couvre-feu, instauré depuis l'occupation du pays par l'armée allemande, interdisait de circuler après 21 heures. Il nous fallait pourtant nous rendre à l'autre extrémité de Nîmes, rue de la Lampesse prolongée, dans une villa mise à la disposition du pasteur Brunel par l'un de ses paroissiens. Ce dernier avait en effet jugé bon de s'éloigner de la ville, et il avait offert sa maison au pasteur Brunel, dont le logement, très proche des voies ferrées, était exposé aux bombardements américains. Ce parcours fut effectué sous la protection d'un milicien, ancien catéchumène du pasteur Brunel et qui habitait non loin de là. Mes compagnons de captivité se trouvèrent libres le lendemain matin, à la suite du départ des miliciens dont les camions suivaient les Allemands dans leur fuite. Déclaration du Comité local de libération de Vauvert, le 26 août 1944-5. Sous l'action conjuguée des troupes alliées et des forces françaises de l'intérieur, les armées allemandes sont mises en déroute. L'heure est venue de consacrer à Vauvert cette victoire de la liberté. Au nom du gouvernement provisoire de la République française, nous proclamons le rétablissement des institutions démocratiques. En attendant que des élections vous permettent de désigner une municipalité, la gestion des affaires locales sera assurée par le Comité local de libération. Les circonstances dans lesquelles il prend la direction de la mairie sont difficiles. Vous attendez de nous, en particulier en matière de ravitaillement, des innovations qui mettent fin à vos misères.
Nous ne pouvons pas savoir quels seront les résultats immédiats de notre action. Nous vous assurons du moins qu'elle sera conduite avec une rigueur implacable contre les pratiques odieuses du marché noir. Mais ces préoccupations urgentes ne doivent pas nous faire oublier, camarades de la résistance et des partis ouvriers, que nous vivons actuellement la première étape de la révolution qui doit libérer l'humanité de la tyrannie des puissances de l'argent. La révolution n'est pas la guerre civile, et l'ordre doit régner plus strict que jamais. Il sera assuré provisoirement par les FFI locales. Tout crime ou délit contre les personnes sera puni conformément aux lois. Il appartiendra à l'autorité supérieure de statuer sur l'activité de ceux qui se sont mis au service du gouvernement de Vichy. Citoyens, citoyennes, cette journée aura des lendemains mémorables où se réaliseront les promesses de notre devise républicaine. Soyons dès maintenant tout entiers à la joie de la liberté retrouvée et payée de tant de sacrifices. À l'espoir de voir avec la jeune République naître la véritable égalité, et tirons des malheurs présents la leçon que l'une et l'autre ne s'acquièrent et ne se conservent que grâce à l'élan fraternel qui porte les uns vers les autres, les hommes de bonne volonté. Vive Vauvert! Vive la 4e République! Pour le Comité local de libération. Dr Émile Guigou. Lettre de démission. Au préfet du Gard 6. République française. Commune de Vauvert. Monsieur le préfet. En août 1944, nous sommes sortis de la clandestinité pour mener la lutte au grand jour aussi bien contre les troupes allemandes d'occupation que contre le régime de Vichy, et tout ce qui de près ou de loin s'y rattachait. C'est dans cet esprit que notre comité local de libération a accepté que lui soit délégué par le gouvernement du général de Gaulle le pouvoir d'administrer la commune de Vauvert. Plus de 6 mois se sont écoulés depuis ces jours mémorables, et bien que nous soyons unanimes à suivre la politique de guerre du gouvernement, sur le plan intérieur nous avons chaque jour le regret de constater que ce sont toujours les principes, les méthodes et trop souvent les hommes de Vichy qui dirigent l'administration de notre pays, principalement les services du ravitaillement général et de la production industrielle. Pour ne citer que quelques exemples, nous ne comprenons pas la nécessité du rétablissement des chefs de district qui ne peuvent servir qu'à paralyser les initiatives des collectivités locales dans les régions de monoculture où, en dehors du vin, tout doit être importé. Nous ne comprenons pas que se perpétue le scandale du foin de croc qui abonde à quelques dizaines de kilomètres, et que l'on ne peut trouver que par le canal du marché noir à des prix variant entre 1800 et 2000 F les 100 kilos, alors que nos chevaux meurent de faim. Nous ne comprenons pas l'utilité d'un GIRPIA, dont le personnel directeur et les nombreux employés n'ont pas distribué à ce jour depuis 6 mois la moindre attribution de fourrage ou de produits indispensables à l'agriculture, à moins que cet organisme n'ait pour seule raison d'être que de paralyser l'essor des coopératives d'approvisionnement. Nous n'admettons pas que le gouvernement central n'ait pas l'autorité suffisante pour imposer aux 89 royaumes autonomes que constituent actuellement les départements, la solidarité nécessaire pour que soient rétablis les grands courants d'échanges interrégionaux. Nous n'admettons pas d'en être réduits aux pratiques du marché noir pour fournir aux populations dont nous avons la charge, la viande, les lentilles, les pommes de terre et autres denrées qui se trouvent en abondance dans les départements limitrophes et qu'il nous est possible de transporter malgré la précarité des moyens dont nous disposons. La rude expérience de ces 6 derniers mois nous permettrait d'allonger indéfiniment une telle énumération, mais les récents débats lors de la discussion du budget du ministère du Ravitaillement à l'Assemblée consultative ont démontré, mieux que nous ne saurions le faire, la carence et l'action néfaste de cette administration. Nous avions cru aux promesses formelles qui avaient été faites, notamment par le ministre du Ravitaillement le 29 novembre 1944 à l'Assemblée constituante, par le ministre de l'Agriculture fin janvier 1945 lors de sa venue dans notre région. Nous pensions que le gouvernement oserait enfin s'engager dans une politique nouvelle à la fois audacieuse et rénovatrice, et qu'il s'inspirerait des plans de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.